RTL, 5h, 30 minutes et 30 secondes, avec les titres de ce premier journal. Le juge Renaud, celui de l'affaire Marin-Laflèche, abattu cette nuit à Lyon devant son domicile. Vous écoutez France Inter, bonjour. Pour la première fois depuis 1945, un magistrat a été assassiné en France, le juge Renaud à Lyon la nuit dernière. À Lyon, le 3 juillet 1975, à 2h40, le juge François Renaud, âgé de 53 ans, rentre chez lui, avec Geneviève, sa compagne. Au pied de son immeuble, il est abattu de 3 balles d'un gros calibre, dont 2 tirées à bout portant. Le juge Renaud, figure emblématique pour sa lutte contre la pègre, juge flamboyant aux méthodes frontales, avait instruit à Lyon 1500 affaires en 6 ans, dont les plus retentissantes de l'époque. L'assassinat de Jean Auger, le parrain tout-puissant du milieu lyonnais, la mort de Yves Marin-Laflèche, dit le prince de l'hôtellerie, et surtout l'arrestation du gang des Lyonnais, considéré comme la bande de truands la plus redoutable de l'après-guerre, à l'origine d'une quarantaine de hold-up. Ces 3 affaires avaient-elles un lien avec l'assassinat du juge? Peut-être, mais 39 ans plus tard, la vérité sur ce meurtre n'est toujours pas établie. Le juge Renaud a 2 fils, Roland l'aîné, peintre, et Francis le cadet, devenu écrivain. Voilà Francis, comment on va? Au moment du drame, ils sont âgés respectivement de 24 et 20 ans. Aujourd'hui, tous les 2 vivent au Vietnam. À la mort de leur père, Roland était en prison pour trafic de hashish. J'ai appris l'assassinat de mon père dans ma cellule le matin en ouvrant la petite radio que j'avais. J'ai entendu avec stupéfaction que le juge Renaud, dit le shérif, venait d'être assassiné à Lyon en face de son domicile. J'ai retrouvé mon frère Francis qui était dans un état second, essayer d'imaginer la situation dans un espèce de cauchemar. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing est au pouvoir. Son ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean Le Canuet, s'est déplacé pour venir rendre hommage au premier magistrat de Lyon. Le garde des Sceaux, M. Le Canuet, fait des déclarations vibrantes, fait un hommage dithyrambique à mon père. Il parle d'un magistrat exemplaire, il parle de coupables qui n'auront pas de répit, de punition de ce crime, etc., etc. Il est abattu, mais il emporte avec lui, comme une dernière victoire sur les criminels, de leur avoir fait peur. Ses camarades et ses amis ont dit et diront quel homme était François Renaud. Il m'appartient de rappeler qu'il fut un magistrat d'élite, comme il avait été dans la Résistance un citoyen d'élite. Mon père était l'aîné d'une fratrie de 5. Tous ont participé à la résistance. Lui-même y entre à l'âge de 20 ans, dans les maquis de Saône-et-Loire. Il rejoint ensuite la première armée française dans les blindés. Gravement blessé, il est décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Le garde des Sceaux avait donc raison d'évoquer le résistant exemplaire. Et pourtant, quel cynisme derrière le discours officiel. Le ministre Le Canuet donc était à la levée de corps, et à la levée de corps, il nous a dit d'un ton tout à fait chaleureux, en nous serrant la main. On n'a pas tellement voulu lui serrer la main, mais enfin il a insisté. Et il nous a dit venez me voir à Paris, nous allons nous occuper de cette affaire, etc., etc. Bon, donc on est allé le voir à Paris. Et à Paris, on s'est retrouvé devant un individu, alors en costard rayé, 3 pièces, enfin tout ce que j'aime, quoi. Et les mains croisées sur son bureau avec une verrue sur la joue comme ça et ses grosses lunettes. Il a commencé par nous dire que de toute façon il n'était pas encore évident que notre père ait été assassiné pendant l'exercice de ses fonctions. Alors là, Francis, surtout mon frère, a blêmi. Et il s'est levé, il a tapé les 2 poings, mais vraiment violemment sur la table. Je l'ai immédiatement ceinturé. Voilà. Je l'ai attrapé, j'ai bloqué ses 2 bras. Il y avait déjà un gendarme qui commençait à bouger
pour le calmer, il était fou furieux. Et il criait, je vous interdis, monsieur, j'en ai rien à foutre de vos indemnisations et de tout ce que vous pouvez me promettre. Ce que je veux, c'est la vérité sur l'assassinat de mon père. Enfin voilà, c'est fini comme ça, quoi. J'ai eu l'impression quelque part, qu'on assassinait mon père une deuxième fois. Cette attitude du garde des Sceaux à l'époque, donc qui marque un décalage monstrueux entre le discours officiel et la réalité, est en fait prémonitoire et qu'elle annonce ce que sera l'enquête réelle sur l'assassinat de mon père. Francis se retrouve seul face à la justice qui ne résout rien. 17 ans de procédure harassante. Il tourne le dos à la France, part au Vietnam et devient acheteur de café avant de se consacrer à l'écriture. Inconsciemment, je crois que je me rapprochais de mon père, puisque lui-même était né dans cette région, un peu plus au nord, sur la frontière de Chine. Confusément, il était présent. Je ne l'avais pas formulé clairement, mais en fait, je suivais ses traces. Peu à peu, le flou laissé par l'instruction du dossier concernant l'assassinat de son père devient une obsession. Chez lui, à Saigon, Francis décide de se replonger dans cette histoire douloureuse. J'entendais le fantôme de mon père qui frappait à la fenêtre et qui me disait « Alors, tu l'écris ton bouquin ?» Lorsque j'ai redécouvert cette affaire, que je me suis replongé dans cette réalité, ça m'a conforté dans le bien fondé de ma démarche pour écrire ce livre et pour à jamais éradiquer toutes sortes d'idées fausses ou malveillantes circulant à son égard. Le mystère autour de la mort de mon père autorisait toutes les hypothèses, tous les mensonges. Il fallait que je comprenne. J'ai décidé d'écrire un livre. Pour cela, je devais mettre de côté momentanément l'homme lumineux que j'avais inconsciemment retrouvé au Vietnam pour me replonger dans cette réalité glauque, nauséeuse même, autour de son assassinat. 39 ans après l'assassinat du juge, Francis revient à Lyon. Il veut entendre certains témoins qui, après tant d'années, pourraient enfin parler. Mais il sait aussi que l'histoire de son père est toujours aussi dérangeante. Des acteurs liés de près à ce drame pourraient refuser de le rencontrer. Pour reprendre le fil de l'histoire, Francis retourne dans l'appartement où il habitait avec son père. C'est là qu'il l'a vu pour la dernière fois, la veille de sa mort. Ce soir-là, ils dînaient ensemble. Vous reverrez toujours, si vous voulez, c'est des images qu'on a fichées au fond de soi. Hein. On reverrait toujours sa stature très imposante. Et je vois avec elle, lui qui avait justement cette capacité, disons ce génie de la simplicité, cette capacité qu'ont certaines personnes à dire les choses les plus graves avec simplicité. Et je le revois me disant, là on est en train d'attaquer l'entrée, et il me dit, voilà fiston, il faut que tu saches, je suis à un tournant de ma vie, je suis sur une grosse affaire, et il est possible que je me fasse flinguer. Tu verras qu'on va parler de moi pendant longtemps, mon nom va rentrer dans l'histoire, et tu feras 3 choses, ça, ça et ça. Et puis après il passe à autre chose. Voilà, tu reprends de la salade, et puis il passe comme s'il ne m'avait rien dit. Et moi sur le coup j'ai rien compris, évidemment. Vous voyez, c'était les années 70, j'étais assez insouciant, j'avais les cheveux longs, j'écoutais Jimi Hendrix dans ma piole à côté. Et bon, je n'ai vraiment pas réalisé la gravité de la chose. Et effectivement, le lendemain, dans la nuit, ça s'est passé. Il aurait pu partir sans rien me dire. Et toute ma vie, je me serais posé des questions. J'aurais jamais entendu le son de sa voix une dernière fois. J'aurais pu m'interroger, être en quête de quelque chose. Mais là, au moins, il m'a dit quelque chose. La veille du drame, mon frère Roland est en prison. À lui aussi, mon père a tenu à parler une dernière fois. Lors de mon instruction avec la juge d'instruction qui s'occupait de mon affaire, qui était une femme, il a demandé à me parler. Donc, on s'est retrouvés dans son bureau, je me suis retrouvé dans son bureau avec lui, et là, il m'a pris dans ses bras, et il a fondu en larmes,
Et il me regardait sous tous mes aspects, etc. Et il me disait que voilà, que c'était un mauvais moment à passer, mais que j'allais bientôt sortir de cet enfer, quoi. Il a pleuré. Donc en fait, il lui a fait ses adieux, si vous voulez. Celui qui mène l'enquête sur l'assassinat du juge est le commissaire Pierre Richard, numéro 2 de la police judiciaire à Lyon. Il refuse d'être confronté à Francis. Pourtant, le commissaire était très proche du magistrat. Ils travaillaient ensemble sur l'affaire du gang des Lyonnais. Pour moi, c'est la plus grande association de malfaiteurs de l'après-guerre. Ça, si seulement on avait eu les moyens de maintenant. On en a bavé, mais comme des Russes. Ça a duré quand même. On se met dessus à partir du début avril de 1972. On ne les arrêtera qu'en décembre 1974. Vous avez 2 ans. Pratiquement 2 ans. Et d'un travail, mais phénoménal. Le gang des Lyonnais a pour mentor Jean Auger, parrain du milieu. Il sera battu en 1973 dans le cadre d'un règlement de compte. Cette bande de truands a pour instructeur Joanny Chavel, ancien sous-officier de l'armée française, qui lui donne une organisation paramilitaire. Le chef opérationnel, Edmond Vidal, dirige une équipe d'une 15aine d'hommes. On attribue au gang des Lyonnais une 40aine de hold-up, dont la fameuse opération de la Poste de Strasbourg, qualifiée de casse du siècle. 20 millions de francs, soit 3 millions d'euros, dérobés sans bavure en moins de 4 minutes. Le 2 décembre 1974, le juge Renaud et le commissaire Pierre Richard arrêtent Edmond Vidal et son équipe. N'obtenant aucune information de leur chef et de ses complices, le juge Renaud, fidèle à sa logique qui lui a souvent valu l'hostilité des truands, utilise tous les moyens de pression dont il dispose. Suppression de parloirs, de correspondances, mise en détention de leurs compagnes. 6 jours à peu près avant sa mort, je vais voir Renaud. Je lui apporte un Colt avec 3 chargeurs. Et je lui dis, écoutez, monsieur le juge, on a des échos bizarroïdes, et je lui explique. Il se fout de ma gueule, vous entendez? Mais il me dit, mais Richard, mais vous me prenez pour qui? Mais ces connards, je les attends tous les matins. Hein, vous pouvez ramasser votre artillerie, j'ai mon arme de la résistance. Je dis, attention, je suis obligé de vous prévenir, je ne veux pas vous foutre la trouille, c'est pas la question, mais méfiez-vous quand même. Bonjour. Crime mystérieux cette nuit à Lyon, le juge Renaud abattu de plusieurs coups de revolver par des inconnus. Mes parents étaient divorcés depuis 10 ans. Geneviève était la compagne de mon père. C'est elle qui était avec lui la nuit où il a été assassiné. Nous sommes descendus de la voiture, on a garé la voiture montée de l'Observance. Et au moment de... Nous redescendions pour aller jusqu'à l'appartement. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui s'est approchée de nous. Et on a pensé que c'était aussi bien François que moi qui voulait nous demander un renseignement. Et là, ils avaient des cagoules sur la tête. Et ils ont commencé... François m'a pris par les épaules en me disant « Viens ». On a commencé à redescendre et à ce moment-là, ils nous ont tiré dessus. Il y a une balle qui est partie à côté. Et à ce moment-là, François m'a vraiment pris par l'épaule pour m'entraîner dans la rue. On est descendu, j'avais des talons hauts, je ne pouvais pas courir très facilement. Et on est allé se cacher bêtement derrière une voiture, alors que François aurait pu partir, peut-être sauter le mur qui était à côté. Et voilà, et à ce moment-là, on nous a tiré dessus. Je pensais qu'on allait... on a commencé par tirer sur François, et moi j'attendais de recevoir la balle, et j'ai été épargnée. À ce moment-là, je suis partie, je suis remontée
pour te chercher du secours. J'ai d'ailleurs crié au secours, mais évidemment, à 2h du matin, il n'y avait personne. Il est bien certain qu'il aurait été tout seul, il courait 4 fois plus vite. Surtout qu'il faisait de la gymnastique tout le temps, il était très sportif et qu'il n'y avait aucun souci. Et là, c'était... Ça a été d'abord ma protection, certainement, avant la sienne. J'appelle une ambulance. Je descends la rue avec Geneviève. Mon père était allongé dans la position où, en fait, il a été abattu. Et les pompiers sont arrivés peu de temps après. Racontez-moi où vous étiez quand vous avez appris la mort du juge. Eh bien, j'étais dans mon lit. Je saute dans mon pantalon. Ouais. Une demi-heure après, j'étais sur place, il y avait encore la cervelle qui était par terre, il venait d'enlever le corps. Et je vais vous dire, quand je vois ça, j'ai une rabbia qui me prend. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je me jure que j'aurai la peau de celui qui a fait ça. Voilà. Parce que Renaud, avec tous ses défauts, était un type extrêmement estimable. Et courageux. C'est si rare. Juste après le drame, on s'est retrouvés dans l'appartement avec des policiers. On m'a posé des questions. Mais j'ai été très vite dépassé par les événements parce qu'il y avait 50 policiers mobilisés. C'était quand même une très grosse affaire, spectaculaire. C'était un électrochoc. Bon, moi j'ai été très rapidement dépassé. Mais ce n'est que plus tard, lorsque j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé, effectivement, j'ai trouvé ça assez curieux. Qu'on ne m'interroge pas, moi, un peu plus longuement, pour me faire dire ce qui s'était passé, les confidences qu'aurait pu me faire mon père, des choses comme ça. Geneviève, de la même manière, elle est interrogée sur le coup, mais là, elle est en état de choc, donc elle a du mal à donner les détails. Mais effectivement, elle n'est pas interrogée non plus, alors qu'elle aurait pu recevoir des confidences de la même manière. Et dans le même ordre d'idée, Nicole Rinck, son greffier, de la même manière n'est pas entendue, ce qui est encore plus surprenant, parce qu'elle a été pendant les 9 mois qui ont précédé sa mort son greffier, et que donc théoriquement elle devrait être la première personne interrogée à brûle-pourpoint. Elle a pu surprendre une conversation, une menace, quoi que ce soit. Au palais de justice de Lyon, Nicole Rinck, le dernier greffier du juge, a 24 ans à l'époque des faits. Toujours en activité, elle est l'une des seules protagonistes du drame qui se bat encore pour que la vérité éclate. Il était très attachant. En fait, je pense qu'une personnalité comme le juge Renaud, on l'aime ou on l'aime pas. C'est trop, il est tellement entier que c'est tout ou rien. Ou ça passe ou ça casse. Ça, c'est clair. Et moi, je sais que je l'aimais beaucoup, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et comme je dis, j'ai dit encore à un chef de service hier, j'ai dit, vous savez, je suis un peu rebelle avec vous. J'ai dit, parce que c'est le juge Renaud qui m'a très mal élevé. Et c'est vrai, parce que il m'a tellement donné d'habitude de prendre des initiatives et d'être indépendante que depuis lui, j'ai jamais supporté la hiérarchie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. J'ai connu le commissaire Richard du vivant du juge Renaud, puisqu'il dirige aussi l'enquête du gang des Lyonnais. Donc je le voyais très souvent, puisqu'il venait rendre compte le soir au juge des investigations qu'il avait fait avec ses équipes. Je ne l'ai jamais plus revu, il m'a jamais interrogé, je l'ai jamais revu. C'est étrange. Oui, c'est une chose très étrange, parce que ça, je le disais autour de moi, qu'on m'ait jamais interrogé tout de suite après, même le lendemain. Quand c'est frais, quand on a des choses en mémoire. Je suis dans le Lyonnais, on a passé des heures d'interrogatoire dans le Lyonnais. Parce qu'il voulait vraiment arriver, et il savait que c'était dirigé par un parti politique. Ah oui, pour quelque chose, de toute façon, je peux en parler, c'est prescrit, je m'en moque. Hein. C'est qu'en fait, tout ce que le gang des Lyonnais faisait, il préparait chaque fois deux hold-up, mais éloignés les uns des autres. Et où ils faisaient le hold-up, les flics, ils étaient sur l'endroit où ils faisaient pas le hold-up. Donc c'était quand même clair. Ce qui voulait dire qu'il y avait quand même des services, des responsables au-dessus qui étaient au courant de ce qui se passait. Il y a eu, ça nous le savons, un inspecteur de police des renseignements généraux de la préfecture de police qui les a prévenus. On a cherché de tous les côtés,
On n'a jamais pu l'identifier. Peu de temps avant sa mort, il m'avait dit, je me rappelle exactement ses propres termes, il dit la petite, je vais les encrister. Que ce soit le PAC ou le président de la République, j'en ai rien à foutre et j'irai jusqu'au bout. Donc c'était la logique que le gang des Lyonnais, c'était pas des petits truands comme on pensait, c'est qu'au-dessus du gang des Lyonnais, il y avait beaucoup plus gros. Et il m'avait parlé aussi du parti politique qui était l'UDR à l'époque. Ça, c'est le juge Renaud, avait une connotation politique, c'est évident. Et non pas ce qu'on a voulu faire croire que c'était un attentat créé pour des vengeances de truands, c'est pas du tout ça. C'est un attentat qui a été commandité, à mon avis, en haut lieu. Quand je me suis replongé dans l'affaire, il y a une phrase qui me hantait, celle du substitut Colcombet, lors d'un débat à l'émission Les Dossiers de l'écran. C'était en 1974, 1 an avant l'assassinat de mon père, 6 mois avant l'arrestation du gang des Lyonnais. Monsieur François Colcombet, substitut du procureur et président du syndicat de la magistrature. Le hold-up de Strasbourg, c'est évident que cet argent s'est réinvesti quelque part, probablement dans un type d'exploitation en partie à la limite de la légalité, établissement de proxénétisme, etc. Et puis probablement dans des affaires tout à fait présentables, des affaires immobilières, etc. Lorsqu'on aura trouvé l'auteur, ce qui sans doute ne saurait tarder, on s'apercevra certainement de choses étonnantes. Oui, il est certain que l'argent provenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces hold-up peut servir au financement de ce trafic. Espérons qu'il n'a pas servi à acheter des hommes politiques. En 1974, à l'époque où le juge Renaud enquête sur le gang des Lyonnais, il n'existe pas en France de loi sur le financement des partis politiques. On soupçonne alors une organisation parallèle appelée le SAC de financer les campagnes électorales du parti gaulliste, l'UDR. Le SAC, Service Action Civique, a été créé en 1960 par des hommes proches du général de Gaulle, Jacques Foccart et Pierre de Bizet. Ses membres sont pour la plupart d'anciens résistants, parfois d'anciens collaborateurs ou des truands. Au départ, cette police parallèle aurait pour mission de lutter contre l'OAS, mouvement politique d'extrême droite, partisan de l'Algérie française. À partir de 1968, le SAC, dirigé par Paul Comity et Charles Pasqua, serait utilisé pour réprimer des mouvements gauchistes. Je n'avais jamais rencontré François Colcombet. En sa qualité de substitut, il avait beaucoup côtoyé mon père. En tant que spécialiste des affaires financières, il avait traité tous les dossiers du grand banditisme de l'époque, dont celui du gang des Lyonnais. Il était aussi le président du syndicat de la magistrature, dont mon père fut un des premiers adhérents à Lyon. Et c'est lui qui a prononcé à la télévision cette phrase rentrée dans l'histoire. Nous espérons ne pas avoir à découvrir que l'argent du hold-up de Strasbourg a servi à acheter des hommes politiques. Ah, bonjour. On se connaît pas, mais je devine qui vous êtes. C'est votre visage. Oui, moi j'ai vu sur votre livre, votre portrait, voilà. Donc Francis Renaud. Francis Renaud. François Colcombet. Voilà. Fils de quelqu'un que vous avez bien connu. Et oui. Finalement, vous aviez des raisons d'en vouloir un peu à tous ceux qui ont maltraité votre père. Moi, j'avais plutôt des remords. Ouais. Je voudrais revenir sur une phrase célèbre que vous aviez prononcée à l'époque. Je dirais que j'en ai un peu voulu pendant longtemps pour cette phrase. Je me souviens surtout de la réaction de mon père qui, sur le coup, me dit, textuellement, mais quel con, il fout en l'air tout un travail d'enquête sans compter qu'il risque de me faire flinguer. Je me suis dit, voilà, quelqu'un qui fait une déclaration en public, qui prend une posture, disons, d'indignation, en quelque sorte, qui lance un pétard en temps de paix, et puis qui ensuite, en temps de guerre, disparaît. J'avais la conviction, et j'ai toujours la conviction, qu'une partie de l'argent du hold-up de Strasbourg s'est réinvestie dans des soutiens politiques. C'est une série de hold-up commis par une bande avec les mêmes méthodes, des méthodes non violentes, très intelligentes et nécessitant de l'information de première main. Donc forcément des alliés dans la place. Déjà ça. Deuxièmement, et ce à quoi moi j'étais à la section financière, j'étais plus sensible, c'est que ces sommes d'argent-là, il faut qu'elles se réinvestissent. J'ajoute, c'est en pleine campagne électorale, Pompidou venait de mourir, Pompidou avait essayé de se débarrasser du SAC, puisque c'est du SAC qu'il s'agit, mais le SAC ressortait, et notamment était ressorti pour financer la campagne de Chaban-Delmas. Sur Lyon, si vous voulez, le lien il est évident, le SAC
avait pignon sur rue à Lyon, comme il l'avait à Paris, mais à Lyon, ça se voyait davantage. C'était Auger, qui était un type très connu, avec tout un entourage, et c'était des gens avec qui les gens de la préfecture, les gens de la police traitaient. Jean Auger, le parrain du milieu et le mentor du gang des Lyonnais, est le représentant officiel du SAC à Lyon. Le juge Renaud fait le lien entre le gang des Lyonnais et le SAC. L'assassinat du parrain en 1973 va considérablement ralentir son enquête. L'assassinat impuni de mon père continue à travailler les consciences, c'est que précisément, tout le monde sait très bien que c'était un type bien, qui avait un fond de vertu et qui n'a jamais dévoyé ses principes et qui a été tué impunément. Personnellement, j'ai certainement eu des torts dans cette affaire, peut-être d'avoir eu une parole imprudente, mais je dois dire des paroles imprudentes, j'en ai proféré beaucoup, qui ont été toutes oubliées. Il y a une large amnistie sur elle. Celle-ci est restée. Deuxièmement, j'aurais peut-être dû, après, lorsque j'étais député, etc., remonter au créneau, essayer de désembourber cette affaire. C'est sûr. Mais cette veulerie personnelle, en réalité, elle était en accord avec celle d'un peu tout le monde. Parce que, je vous dis, jamais personne ne m'a posé de questions sur le sujet. Jamais personne. Voilà. Il y a une autre chose, moi, qui me frappe dans cette affaire, c'est que d'un côté, on n'a pas voulu entendre la thèse politique, donc elle reste plausible, et on a entendu tous les ragots possibles sur votre père. Et du coup, dans l'instruction, on met tout ce qui peut démolir la victime, et on ne met rien de ce qui pourrait expliquer son assassinat. Les explications de François Colcombet et son mea culpa me font réaliser à quel point mon père a pu être lâché et même trahi par beaucoup de gens, à commencer par ses propres collègues, dont ceux du syndicat de la magistrature auquel il appartenait. L'ancien patron d'RTL à Lyon, Robert Daranque, était proche du juge. Il est le dépositaire de certaines confidences. Lui-même n'a jamais été entendu par la justice. Robert Daranque est profondément meurtri de voir comment la mémoire de son ami tombe aux oubliettes. La plaque de votre père était là. Oui, ils ont bougé de place. Ils ont bougé de place. Elle est partie un peu plus loin. Alors, on n'a pas idée... On n'a pas l'idée de venir naturellement consulter cette plaque ici. Bon, c'est bizarre, c'est bizarroïde. C'est la même plaque qui était là-bas, visible de tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, elle est reléguée dans un coin. Ouais, c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Ouais, c'est triste. D'ailleurs, on est gêné par ce pylône. Ça n'a aucun sens. Il y a 30 ans, pour moi, c'était les WC quand on allait à la cour d'assises. Le juge Renaud s'en sortait beaucoup, était un osseur, oui, il aimait sortir, il aimait les femmes, il aimait boire, mais ça n'empêche pas qu'il faisait son boulot merveilleusement bien, au point que tous les policiers lyonnais étaient en adoration devant lui, sauf peut-être ceux qui appartenaient à l'époque au SAC, et ils étaient au moins une trentaine à Lyon. Moi-même, je lui ai dit plusieurs fois, vous devriez faire attention... il paraît, il y a des bruits qui courent à Lyon qu'on en veut à votre peau, et il m'a dit, mais ils n'oseront jamais. François Renaud, sans me faire de confidence, me racontait quand même pas mal de petites choses, et me racontait que l'argent des hold-up commis par le gang des Lyonnais servait à alimenter les caisses de l'UDR, et que... il avait reçu, non pas vraiment des menaces, mais qu'il avait reçu la visite de 2 avocats parisiens proches du SAC, Maître Le Marchand et un autre dont j'ai oublié le nom, qui étaient venus lui faire comprendre, sans menace apparemment, mais qu'il serait bon qu'il oublie dans son enquête le SAC. Dès l'annonce de l'assassinat du juge, les truands fuient la ville comme une volée de moineaux. En revanche, les indicateurs de la police face à la gravité de l'événement s'empressent de collaborer. 24 heures après le meurtre et dans les jours qui suivent, 3 noms de tueurs sont livrés aux policiers. Ces noms sont consignés dans le rapport confidentiel rédigé par le commissaire Pierre Richard 6 mois après l'assassinat du juge.
Il s'agit de Alphanie Robert, Lamouret Michel et surtout de Marin Jean-Pierre, celui qui a abattu à bout portant François Renault. L'indicateur du commissaire Richard, surnommé Gamma, affirme quant à lui connaître les motivations des tueurs. Il va m'expliquer ce qu'il pense de la source de cette affaire, me confirmer que les tueurs ont agi, je dis bien, pour la gloire, pour la défense du milieu. Il faut dire que Marin était un tueur patenté, et qu'ils n'ont pas fait ça pour de l'argent. Ils l'ont fait pour se venger et venger tous les truands qui avaient été condamnés suite à l'action du juge Renault. Et Alphanie, lui, était le donneur d'ordre. Et pourtant, le rapport du commissaire Richard stipule que Robert Alphanie, le donneur d'ordre, a de solides attaches dans un ministère à Paris. En décembre 1975, une nouvelle affaire éclate à Lyon. L'enlèvement de Christophe Mérieux, petit-fils du patron des laboratoires pharmaceutiques. L'enfant sera libéré contre le paiement d'une rançon de 3 millions d'euros. Parmi les ravisseurs, la police identifie Jean-Pierre Marin, le principal suspect dans l'assassinat du juge. Ses aveux sont essentiels. Le commissaire Richard et ses hommes lui tendent une souricière. On l'attendait la veille, il n'est pas venu. Et le lendemain, j'étais parti à Paris avec le préfet de police pour le nouvel hôtel de police de Lyon qui avait une grande réunion au ministère au ministère de l'Intérieur, mais avec le directeur des affaires immobilières et financières. Impossible de me dégager. Sans ça, ça ne serait pas passé comme ça, parce que c'est Nicolas qui a fait une connerie. Et j'aurais été là, ça n'aurait certainement pas eu lieu. Parce que vous le vouliez vivant. Je le voulais vivant parce que j'étais sûr de l'avoir. Il se prenait 20 ans à tous les coups. Curieusement, ce jour-là, il n'était pas présent, il était à Paris. Alors, est-ce qu'il a délégué ses pouvoirs à un autre commissaire qui était, je crois, Nicolai, lequel n'a jamais dit non plus qu'il avait reçu des ordres pour assassiner Marin, mais ça voudrait dire que c'était des ordres haut placés, qui dépendaient carrément du ministère de l'Intérieur, ou du SAC, qui était quand même très proche à l'époque du ministère de l'Intérieur. Nicolas tire, et c'est sûrement lui qui l'a tué, puisque les deux balles sont par devant, et il n'y a que lui qui est là. Mais il a tiré comme ça, hein. Et du coup, Muller, tout le monde, c'est la panique, il vide son chargeur de pistolet mitrailleur, il y a 27 ou 30 impacts dans la bagnole. Vous avez assisté à la fusillade? Ah bah oui, on pourrait assister, oui. Vous ne savez pas qui a tiré les premiers? Ah bah il n'a pas tiré, lui. Non, c'est lui. Lui, il était au volant, il essayait de se sauver, alors il y a une R16 qui l'a coincé, qui est rentré dedans. Les deux autres éventuels assassins du juge Renault, apprenant la fin de leurs copains, se réfugient très vite chez leurs avocats respectifs et même communs, Maître Johannes Ambre, et tiennent une conférence de presse pour dire officiellement « Nous ne sommes pas les assassins du juge Renault, et si on est abattu comme notre ami Jean-Pierre Marin, c'est qu'on aura été, comme lui, exécuté par la police. » D'après moi, ils lui ont fait un guet-apens parce que nous le connaissons bien, c'est notre ami en effet, et il n'avait absolument pas d'armes. Et ils lui ont fait un guet-apens et ils l'ont assassiné. Parce que pourquoi? On en sait un, pour pas qu'il parle ou pour pas, il savait peut-être des choses qu'ils n'ont pas voulu l'écouter. Alors ils l'ont assassiné. Et nous, on vient d'apprendre par la bouche d'un policier que nous connaissons, enfin qu'on connaît, qui nous a connus plus jeunes quand il nous a arrêtés et tout, et il vient de nous dire que dans la haute hiérarchie de la police et tout, on a décidé de nous tuer comme Marin, de nous abattre. C'est formel. Alors nous le déclarons ici. On veut nous tuer, on veut nous abattre. Alors, on verra la suite. Si ça se produit, vous saurez que c'était prévu, qu'on devait nous assassiner aussi. Et donc le témoin principal, malheureusement... On ne peut pas en tuer tout de suite. Parce que judiciairement, maintenant, il faut tellement de trucs. Il faudrait presque que les types s'agenouillent comme les premiers communions et viennent vous avouer ça benoîtement avec la bénédiction de l'évêque. Nous, on n'est pas des évêques, et c'est pas avec un bénitier qu'on va les avoir. C'est ou à la parlotte ou au flingue. Il n'y a pas d'autre manière. Je sais que ce que je dis là est tout à fait en dehors des critères habituels aujourd'hui. Quand j'ai appris la mort de Marin, dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, je suis même allé voir le dossier chez le juge d'instruction qui l'avait en charge.
et que j'ai vu comment les lieux où ça s'était passé, l'état de la voiture, moi j'étais convaincu qu'il avait été évincé. Et que c'était quelqu'un de faible, de fragile, et parmi on va dire les tueurs du juge Renaud, parce que je suis désolé, ça ressort du dossier quand même ça. Hein. C'était, à mon avis, le seul capable de parler. Je pense qu'il était facilement manipulable. C'était un voyou, c'est sûr, mais manipulable. Mais il n'avait pas l'envergure d'un Lamouret ou d'un Vidal, non, pas du tout. Il y a un homme, ni policier, ni magistrat, qui prépare à l'époque un film directement inspiré de l'assassinat du juge Renaud. C'est Yves Boisset, le réalisateur du fameux film Le Juge Fayard, dit le shérif. Pendant la préparation du tournage, il réussit à rencontrer Jean-Pierre Marin, le tueur du juge, qui se fait appeler Cheval. Le surlendemain de ce rendez-vous avec M. Cheval, les flics sont venus me chercher à l'hôtel et, sans me donner particulièrement d'explication, m'ont dit « vous nous accompagnez ». Je leur ai dit « vous avez une commission rogatoire ?» Ils m'ont dit « écoutez, j'en ai une pleine valise en blanc, alors si vous voulez, je vais vous en chercher une, ça va pas être long, pas insister ». Je les ai accompagnés à l'Institut médico-légal de Lyon, et là, sur une table de marbre, il y avait le corps de Jean-Pierre Marin bien fusillé, un peu à la Messrine. Ce que certains flics, d'ailleurs, confirment aujourd'hui, avec le recul du temps, et ils parlent vraiment clairement d'une exécution. Et moi, je pense également, avec le recul du temps, que c'était pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher de dénoncer éventuellement les commanditaires réels du meurtre. Bon, je pense par ailleurs que le monsieur que j'ai rencontré, monsieur Cheval, Jean-Pierre Marin, était, sans attenter à sa mémoire, je pense que ce n'était pas une épée. Je pense que c'était un type assez médiocre, et que donc, si effectivement il avait été interrogé, à un moment ou un autre, il serait allongé. Après la mort de Jean-Pierre Marin, on n'a jamais rien fait vraiment pour enquêter et interroger les autres personnages dont les noms ont été cités dans tous les rapports de police. Alors sans doute parce que ils avaient ce jour-là un alibi à tout crin, comme vous savez, quand il y a un meurtre dans le milieu, il y a 40 personnes qui vont assurer devant les gendarmes qu'ils jouaient au poker ce soir-là à tel endroit avec tel personnage. Et que, officiellement, eux n'avaient rien à reprocher au juge Renaud. Donc, pourquoi l'assassiner, vont-ils dire? Et puis que, à mon avis, les armes qui leur ont servi sont depuis longtemps au fond du Rhône ou de la Saône. Donc, pas d'aveu, pas de preuves, rien, et ben on classe l'affaire. Après l'élimination de Marin, l'enquête policière tombe au point mort, il ne se passe plus rien, et l'instruction judiciaire elle-même n'est plus qu'une parodie. Dès lors, pour justifier ce ratage, pour sauver la face, on s'en prend à la personnalité de l'homme. Il est vrai, totalement atypique pour la fonction, puisque mon père était un juge plutôt baroudeur, qui avait fait l'intégralité de sa carrière en Afrique, avant d'être nommé à Lyon. Tout cela, j'en prends véritablement conscience le jour où, à l'émission Les dossiers de l'écran, en 1979, après la diffusion du film d'Yves Boisset, je vois un nouveau garde des Sceaux, Alain Perfit, devant des millions de téléspectateurs, commenter la personnalité de mon père. À propos du juge Renaud, il avait fait la plus grande partie de sa carrière outre-mer, c'était ce qu'on appelait un juge colonial, il avait des manières qui sont plus courantes dans la brousse qu'en France métropolitaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait le shérif, ce qui laisse entendre qu'il était au Far West. Et par conséquent, il était assez discuté dans son milieu. Il a peut-être commis quelques imprudences. En tout cas, c'est un juge dont la mémoire doit être respectée, car tout indique qu'il a été parfaitement droit et que son action a été tellement efficace qu'elle a été la cause de sa mort. Ce qui voulait dire en clair
Ce juge, certes intègre, s'est cru au Far West, il est sorti de la légalité, il n'aura donc plus droit à la justice pour lui-même. Il y aurait eu une impulsion politique forte, réelle. On aurait pu avoir des résultats. Il fallait que ça se fasse très vite, parce qu'il y avait des auditions, des constatations à faire très rapidement. Deuxièmement, on aurait pu dépayser le dossier, c'est-à-dire le faire instruire par un autre tribunal, par exemple Dijon, comme ça se faisait, etc., dès que l'affaire impliquait trop des gens dans la ville. Donc ça n'a pas été fait. Bon, je pense au début que les gens croyaient qu'on allait trouver très rapidement l'explication, et puis en réalité, l'affaire s'est ensablée et tout le monde y a mis du sien. Hein. L'affaire s'enlise pendant 17 ans. 7 juges se succèdent à l'instruction. Georges Fenech, aujourd'hui député UMP du Rhône, refuse également de recevoir Francis. Il a été le 7e et le dernier instructeur en charge du dossier. Je découvre avec stupéfaction qu'il y a au pied de l'armoire métallique en bas un vieux dossier vieilli, quoi, avec un lacet un peu effiloché. On voit qu'il a été manipulé. Et qu'est-ce que je vois contre X, 3 points, victime François Renaud. Je dis, mais c'est le dossier de l'assassinat du jour. Sur rive blanche, je tombe sur ce dossier. Ah, je dis, bon, bah écoutez, je vais vous le laisser, puis vous rangez le dossier. Très bien. Et il a posé sa signature. Vous rangez le dossier. Vous rangez le dossier, l'air de dire, bon, de toute façon, c'est un dossier qui est mort, quoi. Des instructions ratées, il y en a beaucoup. Hein. Mais celle-là, elle l'est particulièrement. C'est sûr que vous m'avez dit que vous n'aviez pas été entendu, que la greffière n'a pas été entendue. Moi-même, par 5 juges d'instruction successifs, je n'ai pas été entendu. Bon, j'extrapole à partir de là, je pense que beaucoup d'autres personnes n'ont pas été entendues. C'est un juge qui fait son boulot, un peu avec un côté un peu justicier. Je pense que c'est ça qui lui sera reproché de manière diffuse, non dite. C'est un ancien de la coloniale, de la justice en Afrique. Hein. C'était un chasseur, il chassait les éléphants, et se retrouvant dans une ville ensanglantée par le crime, le juge Renaud retrouvait ses instincts un peu, je dirais, de chasseur. Il avait ce tempérament, incontestablement. Il menait une lutte contre le crime organisé. Ce juge qui devenait un juge à abattre, en quelque sorte, enfin, en tout cas, un juge encombrant. La piste politique n'a jamais existé. Aucun élément de procédure qui puisse accréditer cette piste-là. La piste la plus crédible et certainement la bonne piste, je dis certainement parce qu'encore une fois, on n'a jamais pu prouver, mais celle qui emporte en tout cas ma conviction également, c'est que c'est une piste purement crapuleuse du milieu lyonnais. Quand j'ai su que le juge Fenech avait en charge le dossier de votre papa, je suis allé le voir et j'ai demandé de travailler avec lui, pensant que ça ferait avancer les choses. Et finalement, ça n'a rien fait avancer du tout. Et est-ce que le juge Fenech vous a posé vous-même des questions dans votre avis? Si le juge Renaud vous avait fait des confidences, est-ce qu'il était inquiet à l'époque? Non, le juge Fenech ne m'a jamais posé des questions sur mon vécu avec le juge Renaud quand j'étais son greffier, jamais. Nicole Rinck elle-même, vous apercevez qu'elle n'a pas été elle-même entendue? Non. Bon, ça c'est quand même un peu bizarre, greffière. Pourquoi 4 juges ne se préoccupent pas d'une greffière qui travaillait avec le juge Renaud? Quand je reprends le dossier en 84, je vais travailler énormément dessus. Et j'ai fait venir des commissaires de l'époque, ils m'ont raconté l'époque, on a parlé, on a fait des échanges, des réunions de travail, et on a lancé les commissions rogatoires, et on a relancé les pistes, etc. C'est comme ça que vous avez fait la connaissance de Pierre Richard? Non, Pierre Richard était déjà parti. Oui, mais bon, non, mais vous l'avez... Dans la procédure. Oui, vous l'avez recontacté, non? Non, je ne l'avais jamais contacté. J'avais ses PV de synthèse, mais comme de toute façon, il n'aurait jamais donné le nom de ses indicateurs, c'était inutile de le faire. Est-ce que vous avez vu l'émission chez Drucker, Edmond Vidal, qui déclare une partie de cet argent du butin allait dans les caisses d'un mouvement politique? Vous l'avez vu, cette émission, non? J'ai pas vu cette émission, mais j'ai vu des comptes rendus à partir du film, etc. Edmond Vidal, le chef du gang des Lyonnais que le juge Renaud a fait arrêter 6 mois avant son assassinat. Chaque braquage était préparé minutieusement et il y en a un qu'on a appelé le casse du siècle, qui était concerné.
la Poste de Strasbourg 15 millions de francs, soit 14 millions d'euros de l'époque. C'est colossal. Bah oui. Et cet argent, vous n'êtes pas allé le déposer à la banque, je suppose? Bah non. Alors vous avez fait quoi cet argent à l'époque? Bah on a partagé déjà. Oui. En combien? En 8. Enfin, une partie est partie, on va dire, dans une sorte de parti politique. Oui. Ah oui, déjà à l'époque. Et l'autre partie, on l'a conservé à 8, on l'a divisé par 8. On vous a dit ça, que Edmond Vidal avait fait cette déclaration en disant qu'effectivement, là, une partie du butin allait... Mais il aurait été intéressant qu'il le dise à l'époque, surtout. Hein. Si c'est vrai, si c'est la réalité. Hein. Mais il faut se souvenir qu'au cours du procès à Lyon, devant la cour d'assises, des membres du gang des Lyonnais, dont Edmond Vidal a carrément, en prenant, j'allais dire l'antenne, mais prenant la parole devant la cour d'assises, dit qu'il travaillait pour le SAC, autrefois le gang des Lyonnais. Il l'a avoué en pleine audience, en disant qu'une partie de l'argent de ces hold-up allait bien au SAC. Et il a avoué devant toute la cour d'assises qu'il avait travaillé pour le SAC, notamment en allant installer des micros dans la chambre d'hôtel de M. Gaston Defferre, un jour où il séjournait à Grenoble. En 1982, le SAC est dissous suite à la tuerie d'Oriol. Les assassins sont tous membres du SAC. Une commission d'enquête parlementaire est constituée. Sous pression des partis gaullistes et socialistes, elle fait l'impasse sur l'implication du SAC dans une centaine d'affaires criminelles, comme celle de la disparition de Ben Barka, la mort de Robert Boulin et l'assassinat du juge Renaud. Un matin, Fenech m'a posé le dossier sur mon bureau et dit voilà, dans ce communiqué, je vais rendre un non-lieu dans l'affaire Renaud. Et là, on m'avait déjà sollicité pour prendre la responsabilité des pièces à conviction, parce que le collègue partait à la retraite. Et là, j'ai accepté et je suis parti. Dégoûté. Parce qu'il n'était pas question, dégoûté. Il n'était pas question que je reste avec lui et d'être présente pour la notification d'un non-lieu dans ce dossier. Quand j'y repense, il y avait dans cette affaire, dès le départ, du côté de la police, des bavures incompréhensibles, du côté de la magistrature, une inertie indéboulonnable. Instinctivement et peut-être un peu naïvement, j'avais mis tous mes espoirs dans la défense. Quelques mois après l'assassinat, je m'adresse à Maître Badinter, l'un des ténors du barreau parisien, l'avocat des grandes causes, mais une fois de plus, je n'étais pas au bout de mes déconvenues. Pendant le temps où Maître Badinter s'est occupé de l'affaire, moi je suis assez jeune, je suis assez immature, j'ai du mal à prendre des initiatives, mais je n'ai pas l'impression que mon avocat lui-même ait pris des initiatives extraordinaires du côté de la thèse politique. Et je pense que Badinter n'a jamais dû intervenir. Son nom, vous savez, vous pouvez désigner un avocat, il n'est pas forcément obligé d'intervenir. Il a été désigné, donc son nom était sur le dossier. Je n'ai pas le souvenir qu'il ait assisté à un seul acte aux côtés de la partie civile. J'ai rencontré Maître Badinter une fois, dans son cabinet parisien, où il a manifesté un grand intérêt pour cette cause. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de lui me disant qu'il avait transféré le dossier à Maître Bismuth, un jeune avocat lyonnais qui débutait. Je ne m'estimais pas éventuellement le talent de rentrer dans une aussi grande affaire. Je le dis avec humilité, mais avec réalité. Et quand Robert Badinter, parce que nous étions sur un autre dossier ensemble, m'a demandé, d'être à ses côtés, c'était lui, bien sûr, qui était l'homme principal, l'avocat principal. Je n'étais là que pour l'aider, presque localement. Et quand il m'a demandé d'entrer dans cette affaire, j'ai estimé que pour moi, c'était presque au-dessus de mes moyens. Je le dis tout à fait simplement et sincèrement. Maître Badinter est resté sur le dossier depuis l'assassinat du juge Renaud jusqu'à sa nomination comme ministre de la Justice, donc 6 ans. Puisqu'il fut nommé en 81, et donc en 81, je me suis trouvé, entre guillemets, seul face à ce dossier. Comment ça se fait, ici à Lyon, où tout le monde se connaît, où c'était d'une facilité incroyable, que jamais
l'histoire du sac a toujours été repoussée. Mais comment ça se fait que personne n'ait mis son nez dans cette histoire politique? Mais encore une fois, mais peut-être est-ce que je me trompe, mais la sensation que l'on avait était que quelque part, le juge était mort. Bien sûr, c'était considérable comme affaire. Et je vais employer un mot qui va paraître choquant, arrêtons-nous là, quoi. Je sentais que l'instruction nous menait à une impasse, sur une affaire qui, décidément, ressemblait de plus en plus à un tabou. C'était pour moi inacceptable. Il me restait l'avocat des ultimes recours, Maître Vergès. Je le contacte en 1988. Je crois que c'est tout simplement la perspective d'un non-lieu qui allait être rendu très prochainement, qui m'a conduit à changer de stratégie de défense. Jusqu'à présent, j'ai fait preuve de patience, j'ai laissé le cours de la justice suivre son cours, mais l'idée que ce dossier puisse être complètement oublié me paraissait inadmissible. On a parlé beaucoup des cravates du juge Renaud, de ses virées nocturnes, de sa vie privée en définitive, pour masquer le sens véritable de ce que j'appellerais son sacrifice. Le juge Renaud était un homme comme tous les hommes, il avait des qualités et des défauts, mais sa mort n'a rien d'anecdotique. Le juge Renaud avait déclaré avant sa mort, à ses plus proches, qu'il s'occupait d'un dossier très important. Il avait même dit duquel, le hold-up de la Poste de Strasbourg, et que peut-être cela lui coûterait la vie, parce qu'il touchait à un interdit. Quel interdit? C'est le financement des partis politiques. Après 17 ans de procédure, la catastrophe redoutée s'est finalement produite. Maître Vergès ne l'a pas évité. Le 17 septembre 1992, le non-lieu est prononcé, la raison d'État a triomphé. Mais même si l'assassin vient nous dire, même s'il se présente dans un bureau de police en disant « je viens soulager ma conscience, je suis l'auteur de l'assassinat », on ne peut rien faire, plus rien faire, puisque les faits sont définitivement prescrits. « 39 ans après l'assassinat de son père, Francis Renaud tourne définitivement la page. J'ai passé l'essentiel de ma vie à porter cette affaire, à l'exprimer, à la plaider, tout ça pour un résultat au final nul, et je ne vais pas continuer à le faire. J'ai l'intime conviction que mon père a été assassiné pour des raisons politiques, et j'ai également l'intime conviction que l'État français ne reconnaîtra jamais officiellement ce crime politique, quand bien même referais-je le pied de grue auprès des institutions, je me heurterais au même mur. Mais j'ai bon espoir que le sacrifice de mon père ne soit pas oublié par ceux qui placent au-dessus de tout la vérité et la justice.